C'est à moi, du coup. Merci, merci Viviana pour cette introduction. Donc, vous m'entendez bien, j'espère. Viviana, tu me dis si jamais il y a un souci Oui, technique. Je vous remercie à tous d'être présents pour cette troisième et dernière rencontre parisien des rencontres muséaux, donc qui traitent de la crise et des musées en crise. Donc, je suis Audrey Doyen, cofondatrice de l'association Métis. Et donc, l'association Métis organise depuis 2017 des rencontres muséaux à Paris, mais aussi depuis cette année en Bretagne et en 2021, si tout va bien, en région PACA. Et donc, l'objectif de ces rencontres, c'est depuis le début de réunir professionnels, praticiens de musées, tous métiers confondus, hein, conservateurs, médiateurs, guides, euh, administrateurs, vraiment tout métier confondu, tout professionnel de musée, et chercheurs dans le domaine des musées, qui travaillent sur les musées, afin de faire circuler les connaissances, savoir ce qui sont produits sur les musées. Donc, ce premier cycle de rencontres de Paris a été passablement chamboulé, hein, par la crise sanitaire. Donc, on avait déjà dû complètement annuler notre cycle du printemps passé. Euh, on peut quand même dire qu'on a eu la première rencontre donc en octobre qui a pu avoir lieu en présentiel et qui est retransmise, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et aussi que la deuxième rencontre qui n'a pas pu se tenir en novembre a quand même donné lieu à certaines ressources, donc des vidéos notamment qui sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, mais Viviana en parlera très certainement après moi, ces rencontres sont toujours construites en cycle, c'est-à-dire que la rencontre d'aujourd'hui fait un peu écho à ce qu'on a déjà dit potentiellement dans d'autres rencontres précédentes. Donc, vous pouvez justement retrouver certains contenus et certaines ressources sur notre chaîne YouTube. On essaye toujours, en fait, pour chaque cycle de rencontre, de produire des ressources justement qui sont liées aux thématiques des rencontres, que vous pouvez retrouver donc sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre site web, donc www.metis-lab.com. Vous retrouvez des articles concernant le cycle Musée en crise. On a notamment un article d'Anthony Zukovsky, qui était le premier intervenant en octobre de notre première rencontre, qui a en parallèle aussi écrit un article. Alors, les rencontres muséaux, c'est une des actions de Métis. Le Métis, c'est une association qui est plus large que juste les rencontres muséaux, qui fait aussi toutes ces ressources, indépendamment aussi des rencontres muséaux, et qui lance d'autres événements, donc parfois des journées de recherche-action, des journées d'études. Et cette année, on a eu le plaisir de lancer, malgré la crise, le premier festival de la muséologie, donc il n'a pas pu se tenir en présentiel, hein, mais qu'on a entièrement transformé numériquement, dont vous pouvez retrouver en fait tous les contenus sur le site web dédié festivaldelamuséologie.com. Donc l'objectif de ce festival, c'était vraiment de présenter les recherches qui se font sur les musées actuellement. Et donc sur ce site web, vous retrouvez une présentation de toutes les formations muséales en France, une cartographie de ces formations, des posters de jeunes chercheurs pour voir un peu sur quoi travaillent les jeunes chercheurs qui travaillent sur les musées actuellement, et plein d'autres contenus donc, que vous pouvez retrouver sur ce site web. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, juste encore ajouter que les rencontres Muséo Paris, elles continuent après décembre, hein, l'année prochaine, avec un deuxième cycle sur la participation au musée. Donc on change complètement de sujet. En janvier, février, mars, on parlera de la participation au musée, et en avril, mai, juin, on parlera de l'environnement, de l'écologie et des musées. Donc, j'espère qu'on pourra vous retrouver aussi lors de ces cycles. Et je finis encore, désolée Viviana, après c'est fini, mais je finis encore en disant que on cherche actuellement des bénévoles. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à participer à nos actions, ils peuvent nous contacter sans problème parce que l'association s'agrandit, on a de plus en plus d'activités et que donc, du coup, on recrute. Voilà, je te laisse prendre la parole, Viviana. Donc, tu t'es un peu présentée, mais moi, je le redis. Viviana Gobato a été commissaire de ce cycle sur les musées en crise parce qu'on fonctionne pour chaque cycle avec des commissaires
qui sont spécialisés ou qui vont chercher les intervenants sur les thématiques, parce qu'on n'a pas la prétention de maîtriser tous les sujets sur lesquels on parle. Donc, Viviana Gobato a intégralement géré ce cycle sur les musées en crise, et c'est à elle donc, que je passe la parole pour présenter un petit peu le contenu de cette séance. Merci beaucoup, Audrey, pour l'introduction. Donc, alors, cette troisième cycle vient, cette troisième séance vient conclure notre cycle qui est effectivement dédié au musée et à la gestion de la crise. Si vous avez suivi notre premier cycle qui était dédié à la prévention, ou alors les vidéos qui sont sorties sur notre chaîne YouTube, effectivement, à défaut de pouvoir se rencontrer lors d'une deuxième séance à Paris, nous avons traité de la question de la gestion de la crise. Et aujourd'hui, pour clôturer ces cycles de 3 rencontres, nous avons décidé de nous concentrer sur la question de la résilience des musées. Si vous avez suivi nos précédentes rencontres, vous avez également vu qu'à chaque rencontre, on essayait de mettre en écho une temporalité de la crise avec une étude de cas. Donc, pour la première séance, c'était les sinistres, les accidents qui peuvent avoir lieu dans les musées. Pour notre deuxième séance, bien que morcelée, c'était les questions des catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, on traite des conflits armés, des territoires en guerre, du terrorisme, du pillage, que les musées, mais aussi les lieux patrimoniaux peuvent traverser. Voilà, en tant qu'autre malheureux étude de cas de la crise. Et cette séance est alors dédiée au fait de réparer, de remémorer, de reconstruire. On s'est posé plusieurs questions au départ. Comment les musées et les sites patrimoniaux peuvent faire preuve d'une politique de résilience et comment cette crise modifie le rapport avec la communauté, mais aussi avec le patrimoine qui est muséalisé, mais aussi avec la mémoire. Donc, ce soir, on parlera d'une triple reconstruction. On parlera d'une reconstruction d'une certaine façon physique que ces sites patrimoniaux et que ces musées doivent traverser. Par exemple, la réhabilitation de musées, mais aussi la reconversion de certains sites, voire la recherche des œuvres qui ont été volées, des œuvres ou des expos archéologiques qui ont été volées, des archives aussi. Il y aura un deuxième volet qui est plutôt dédié à la reconstruction territoriale, avec des questions liées à la communauté, au travail avec les instances publiques, mais aussi associatives, voire interinstitutionnelles. Et une troisième reconstruction plutôt identitaire. Qu'est-ce qu'on fait de la nouvelle mémoire? Qu'est-ce qu'on fait de l'ancienne mémoire? La réappropriation du patrimoine, mais aussi de quelle façon peut-on communiquer à nouveau et quelle est la communication qui peut être prise en tant que prise de position par un site patrimonial, par un musée qui a traversé ces événements. Alors, pour ce faire, nous avons l'immense honneur et plaisir d'accueillir ce soir Yann Brand, qui est conseiller sûreté de l'archéologie des archives, aussi expert en protection des entreprises et intelligence économique, à la mission de la sécurité, de la sûreté et de l'accessibilité à l'inspection des patrimoines au sein du ministère de la Culture et de la Communication. Bonsoir, Yann Brand. Yann Brand, qui travaille avec Guy Tubiana, que si vous avez suivi notre chaîne YouTube, nous avons aussi une intervention du commandant de police Guy Tubiana qui travaille aussi au ministère de la Culture et de la Communication. Nous accueillons ensuite Cristina Menegazzi, qui est titulaire d'un doctorat en gestion des risques et des catastrophes du patrimoine culturel à l'université de Viterbo Rome en Italie depuis 2010, mais qui est aussi conservatrice du patrimoine avec une expérience internationale. Christine, vous avez été responsable de 2014 à 2018 du projet financé par l'Union européenne sur la sauvegarde d'urgence du patrimoine culturel syrien au bureau de l'UNESCO à Beyrouth. Et ils s'en sont suivis d'autres missions à l'UNESCO. Et ensuite, depuis 2010, vous êtes désormais coordinatrice du pôle culture et du patrimoine à l'agence italienne pour la coopération et le développement. Bonsoir, Christina. Et enfin, nous accueillons Zoé Vanier, qui est doctorante en fin de parcours à l'École du Louvre et à Paris, Panthéon-Sorbonne,
Votre sujet, Zoé, de thèse porte sur la préservation et la réhabilitation des musées nationaux de Beyrouth et de Kaboul en temps des conflits armés. Vous travaillez sous la direction d'Ariane Thomas, qui est conservatrice des collections mésopotamiennes au musée du Louvre, de Michel Almakdissi, collaborateur scientifique au musée du Louvre, et de Pascal Buterlin, professeur d'archéologie orientale à l'université Sorbonne-Panthéon. Bonsoir Zoé. Donc je vous propose de laisser la parole aux trois intervenants par des interventions successives. On commencera par Monsieur Brun pour continuer avec Madame Menegazzi et terminer avec Madame Vanier. Et ensuite, il y aura un temps de parole pour ceux qui nous suivent ce soir. Si vous souhaitez poser des questions, vous n'hésiterez pas au fur et à mesure. Si c'est là, vous tentez déjà de l'écrire dans le chat, ou alors juste d'écrire un P pour qu'à la fin des trois interventions, je vous laisse la parole, ou alors pour que je lise vos questions si vous ne souhaitez pas qu'on entende votre voix, etc. Je coupe ma caméra et mon audio. J'espère que vous soyez bien confortable et je suis très contente de pouvoir accueillir en première instance Monsieur Jan Brun. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'espère que le diaporama est bien à l'écran et que vous m'entendez bien. Oui, c'est parfait. D'accord. Bon, donc je viens tout d'abord à remercier l'association Métis et l'université Sorbonne Nouvelle, et tout particulièrement Viviana Gobato et Audrey Doyen, d'avoir organisé ce cycle de rencontres muséaux et de m'avoir invité à intervenir à cette troisième session sur la résilience après la crise. Avant de débuter, je vais brièvement présenter mes missions. Donc, en tant que conseiller sûreté, avec mes collègues commandants de police, nous avons en charge au niveau national de la prévention des vols et de la malveillance, de la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Nous assurons dans ce cadre des audits de sûreté en France et à l'étranger. Nous effectuons également des formations et des sensibilisations et apportons conseils et préconisations. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite, nous apportons une aide à la décision et une assistance à la procédure pénale de nos services et de nos établissements. Et enfin, nous assurons la liaison avec les différents services de police, douane, gendarmerie et l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, ainsi que les magistrats. Le thème de cette session est la résilience des musées après les conflits armés, la guerre et le terrorisme. Cependant, pour pouvoir préparer le temps d'après, il faut avoir en amont anticipé, c'est-à-dire évaluer les risques durant les trois phases, avant, pendant et après, puis avoir mis en place des mesures pour prévenir les menaces armées sur les biens culturels. Je vais donc vous présenter dans un premier temps les atteintes au patrimoine culturel lors des conflits armés et la guerre, puis dans un second temps, comment prévenir les menaces armées sur les biens culturels, notamment les menaces terroristes. Les atteintes au patrimoine culturel durant les conflits armés se traduisent par des vols, du pillage et des destructions volontaires ou involontaires. En effet, les biens culturels font malheureusement partie des dommages collatéraux durant les phases d'attaque ou de bombardement, comme cela a été le cas durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais également durant des conflits plus récents. Vous en avez à l'exemple à l'écran, durant la guerre serbo-croate en 1991, avec le bombardement de la ville médiévale de Dubrovnik, en Croatie, la destruction de la Bibliothèque nationale de Sarajevo en 1992 et la destruction du pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine en novembre 1993. Avec l'intensification des conflits, l'actualité récente nous révèle que le patrimoine culturel est devenu une cible de plus en plus visée par les terroristes à des fins idéologiques ou médiatiques. Ainsi, comme l'avaient fait avant eux les talibans en détruisant les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan en 2001, les djihadistes de l'État islamique ont mené des destructions volontaires de biens culturels, notamment en 2015 en Irak. Vous voyez le musée de Mossoul qui a été détruit à la masse et au marteau-piqueur, les ruines assyriennes de Nimroud avec des bulldozers et la cité antique de Hatra, dont son célèbre temple de Baal, au bulldozer et à l'explosif, ainsi que des milliers de sites en Syrie comme le site antique de Palmyre.
Ces actes détruisent les témoins du passé et effacent l'histoire des peuples. Ainsi, le 27 septembre 2016, la Cour pénale internationale a reconnu coupable de crimes de guerre un djihadiste lié à Al-Qaïda, Ahmad al-Mahdi, pour avoir détruit 14 mausolées, classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou, au Mali, en 2012. Il a été condamné à 9 ans d'emprisonnement et le 17 août 2017 à 2,7 millions d'euros d'amende. 3 ans après leur saccage, les mausolées de Tombouctou ont été reconstruites. Cependant, derrière ces destructions se cachent de véritables pillages massifs de musées et de sites archéologiques qui viennent alimenter le trafic illicite de biens culturels. Profitant de la situation de guerre et de la difficulté à lutter contre les fouilles clandestines, il devient facile pour les pilleurs d'extraire, transporter et vendre les objets archéologiques volés en toute impunité sur le marché noir mondial, y compris en Europe. Ainsi, pendant la guerre du Golfe, le musée national d'Irak de Bagdad a été pillé en avril 2003 de plus de 15 000 pièces. En juillet 2017, la chaîne de magasins Hobby Lobby a été condamnée aux États-Unis à une amende de 3 millions de dollars et a restitué plus de 5 500 objets volés en Irak qui devaient remplir un musée de la Bible à Washington. Selon l'UNESCO, le trafic illicite des biens culturels correspondrait au 3e trafic mondial après celui de la drogue et des armes et représenterait environ chaque année 7 milliards d'euros dans le monde. Il est devenu une source de financement importante, mais aussi un vecteur de blanchiment pour les organisations criminelles, mais également pour les organisations terroristes. Ainsi, il a été confirmé que l'État islamique délivrait des permis de fouille et prélevait sur les objets découverts des taxes pour ensuite les revendre sur le marché illégal. Vous avez à l'image l'exemple du site archéologique d'Apamé en Syrie, avant 2011 et après 2012, avec les milliers de trous creusés par des pillards. Alors que faire ? Il est aujourd'hui largement reconnu par la communauté internationale de la nécessité de garantir la protection des biens culturels dans le contexte d'un conflit armé. C'est la raison pour laquelle la France a ratifié en 1957 la Convention UNESCO de La Haye du 14 mai 1954, puis en mars 2017 son 2e protocole. Cette convention, signée par 133 États, encourage d'intégrer dans les politiques nationales des instructions afin que les forces armées identifient les biens culturels à protéger et leur emplacement, afin d'éviter qu'ils deviennent des cibles d'attaques ou de bombardements. Mais également de créer des unités spécialisées dans la conservation du patrimoine, à l'image des armées hollandaises, italiennes ou encore britanniques. En France, le capitaine Timothée Lebert, qui était conservateur opérationnel de la force Barkhane, œuvre depuis 2019 à la délégation au patrimoine de l'armée de terre pour la création, avec le ministère de la Culture, d'unités spécialisées en France, ainsi que la mise en place de protocoles et de formations en matière de protection des biens culturels lors d'un conflit armé ou lors d'opérations de maintien de la paix, en s'appuyant notamment sur le manuel militaire de l'UNESCO, ainsi que sur le mémento sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Par ailleurs, la France, depuis la loi LCAP, Liberté, Création, Architecture et Patrimoine du 7 juillet 2016, elle propose l'accueil en dépôt temporaire, c'est-à-dire des refuges, pour la mise à l'abri en France de biens culturels étrangers menacés en raison d'un conflit armé ou d'une catastrophe naturelle, à la demande du gouvernement concerné. Pour pouvoir préserver les biens culturels, il faut assurer la prévention, la gestion et la sensibilisation. Cela se traduit en temps de guerre par l'organisation de plans d'évacuation des biens culturels. En France, dès 1933, Jacques Jaujard, sous-directeur des musées nationaux, a préparé l'évacuation des collections en cas de guerre. En 1939, à l'approche de la guerre, les musées, dont celui du Louvre, ont été évacués. Pas moins de 37 convois ont quitté Paris pour la province. Au total, 83 lieux de repli en France ont ainsi été utilisés. À la fin de la guerre, tous les chefs-d'œuvre ont regagné leurs musées respectifs. En temps de paix, il faut adopter des mesures de sauvegarde, telles que la préparation d'inventaire et la planification de mesures d'urgence pour assurer la protection des biens culturels. Ce sont les plans de sauvegarde des biens culturels. Je vous invite à revoir les sessions précédentes du cycle des rencontres muséaux qui ont parfaitement traité cette thématique. Je tiens à souligner l'importance de mettre à jour régulièrement ces plans de sauvegarde des biens culturels, de former les personnels et d'effectuer régulièrement des exercices avec les services de sécurité et de secours. Cela a été primordial pour la sauvegarde des œuvres d'art et du trésor lors de l'incendie
du 15 avril 2019 de Notre-Dame de Paris. Important également, lors des sinistres, de ne pas oublier la sûreté des collections. Ainsi, les transports des œuvres de Notre-Dame se sont déroulés sous la protection des forces de l'ordre. Comme on l'a vu, le trafic illicite de biens culturels s'intensifie en période de trouble. Il ne faut donc pas négliger les risques de vol durant cette période de crise. Je vous invite à voir l'entretien de mon collègue, le commandant de police Guy Tubiana, sur les attitudes pour prévenir le vol et la malveillance, ainsi qu'à lire les différents guides sur la sûreté des biens culturels et la sûreté du patrimoine archivistique, qui sont téléchargeables sur le site du ministère de la Culture. Le trafic illicite des biens culturels met en péril le patrimoine culturel aussi bien national qu'international et s'intensifie en période de trouble lors de conflits armés. Face à l'ampleur de la situation, les services de la culture, de la police et des douanes se mobilisent. En juillet 2018, 25 000 objets archéologiques grecs et romains de plus de 40 millions d'euros ont été simultanément saisis dans plusieurs pays. En mai 2020, 101 personnes ont été arrêtées et 19 000 objets volés retrouvés lors d'une vaste opération internationale menée dans 103 pays par Europol, Interpol et l'Organisation mondiale des douanes. La France, quant à elle, participe également activement. Citons la restitution aux autorités irakiennes le 3 décembre 2012 de clous sumériens et autres objets archéologiques pillés, ainsi qu'en mars 2016, la saisie par la douane à l'aéroport de Roissy de 2 bas-reliefs en marbre du XVe siècle, issus de pillages en Syrie. On peut rappeler également ici l'importance de la coopération internationale et de bénéficier de réglementations internationales, européennes et nationales, telles que la Convention de l'UNESCO de 1970 pour la lutte contre le trafic des biens culturels, la résolution de l'ONU 2199 de 2015 interdisant le commerce des biens archéologiques provenant d'Irak et de Syrie, la Convention de Nicosie du Conseil de l'Europe sur les infractions visant les biens culturels du 15 mai 2017, mais également la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, ainsi que la loi LCAP du 7 juillet 2016 qui a renforcé la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. À côté des atteintes durant les conflits armés touchant le patrimoine culturel, donc les vols, le pillage, la destruction et le trafic illicite, les établissements culturels deviennent eux-mêmes des cibles du terrorisme par l'attrait touristique et la présence de cibles humaines potentielles. Le 13 novembre 2015, la fusillade meurtrière au Bataclan par des djihadistes de l'État islamique a fait 90 morts. Les musées ne sont malheureusement pas épargnés et constituent aussi une cible. L'attentat au musée juif de Bruxelles, le 24 mai 2014, par un membre présumé du groupe État islamique, armé d'une Kalachnikov, a fait 4 morts en 82 secondes. Le musée du Bardo à Tunis a été attaqué par plusieurs hommes armés le 18 mars 2015. L'attentat a fait 24 morts et 45 blessés. La France n'est pas épargnée et fait face actuellement à une menace terroriste plus intense que jamais, comme le témoigne la décapitation le 16 octobre 2020 du professeur Samuel Paty, ainsi que l'attaque au couteau perpétrée à Nice le 29 octobre 2020, tuant 3 personnes dans la basilique Notre-Dame. C'est pourquoi, afin d'éviter la survenue de nouveaux attentats terroristes et de protéger la population, la France a renforcé les effectifs de ses services de police, de renseignement et des militaires sur le terrain. Ainsi, un attentat terroriste a échoué le 4 septembre 2016 avec une voiture remplie de bonbonnes de gaz garée près de Notre-Dame de Paris. L'attaque au Louvre, le 3 février 2017, par un individu armé d'une machette, a pu être déjouée grâce à la patrouille de militaires de l'opération Sentinelle. Il faut cependant rester vigilant. Le 27 octobre dernier, le secteur de l'Arc de Triomphe a été évacué après une alerte à la bombe et un sac contenant des munitions a été découvert sur le Champ de Mars. Face à la menace terroriste, les musées doivent agir en anticipation et en réaction, afin d'assurer un niveau de sécurité maximale pour les collections, le public et ses personnels. Premièrement, il faut anticiper une attaque éventuelle, se rapprocher des services de sécurité, police, gendarmerie et de secours, préparer un plan de crise et tester le dispositif de crise, élaborer des consignes et des protocoles, respecter et appliquer les mesures des plans Vigipirate,
c'est-à-dire contrôler, renforcer la périphérie et la périmétrie du site. Ainsi, la tour Eiffel dispose depuis juillet 2018 d'un mur de verre anti-balles de 500 mètres de long et de 2,50 m de haut. À la demande du ministère de la Culture, certains établissements à risque, comme le Louvre, Orsay, la tour Eiffel, bénéficient de la présence de militaires de l'opération Sentinelle. Deuxièmement, il faut adopter les bons réflexes dans l'urgence de la crise. Les réactions doivent être adaptées en cas d'attaque. Par exemple, lorsque la menace est à l'intérieur de l'établissement, l'ordre peut être donné d'évacuer et ou de se réfugier dans des zones de confinement. A l'inverse, en cas d'attaque extérieure, le confinement du public dans une zone dédiée peut être préféré. Il faut donc bien se préparer aux différents scénarios envisageables. Pour y parvenir, les musées et établissements culturels peuvent faire appel à mes collègues et à moi-même, mais également s'appuyer sur les guides mis à disposition par le ministère de la Culture. Les guides de bonne pratique, vigilance attentat, les bons réflexes, guides à destination des dirigeants d'établissements culturels, procédure en cas d'intrusion armée, alerte à la bombe. Le guide gérer la sûreté et la sécurité des événements et sites culturels, ainsi que les fiches comment réagir en cas d'attaque terroriste. C'est-à-dire 1. S'échapper, 2. Si c'est impossible se cacher, 3. Alerter et obéir aux forces de l'ordre. Face au risque d'attentat, la préparation et l'implication de chacun sont des facteurs de protection. Cela doit obligatoirement passer par des formations et des exercices. Premièrement, se former au premier secours, apprendre les gestes d'urgence et comportements qui sauvent. Alerte, arrêt d'hémorragie, réanimation cardiaque, mise en position latérale de sécurité, et à comment réagir en cas d'attentat. Deuxièmement, s'entraîner, procéder à des exercices antiterroristes avec les services de sécurité et de secours, police, gendarmerie, pompiers et services d'intervention spécialisés comme le RAID, le GIGN et la BRI, afin de mesurer la pertinence des plans élaborés et des mesures de sûreté conçues pour les améliorer ou pour renforcer leur efficacité. Vous pouvez voir en photo quelques exemples d'exercices anti-attentats et de confinement. L'importance de la préparation a été confirmée lors de l'attaque au couteau au Louvre en 2017 par des témoins qui ont dit « On a suivi la procédure attentat, on a reçu un message rapidement et tout le monde savait quoi faire. On s'est confiné dans notre local et on a attendu que les secours viennent nous chercher. » Pour conclure, je dirais qu'il est de notre devoir de protéger le patrimoine culturel et historique, aussi bien en temps de paix qu'en temps de conflit armé. Pour parvenir à la résilience, un musée, comme tout autre établissement culturel, doit être en mesure de fonctionner, même en cas de crise majeure, puis de retrouver très rapidement toutes ses capacités originelles d'avant la crise. Les plans de continuité d'activité, les PCA, et les plans de sauvegarde des biens culturels, PSCB, n'étant que des outils, et rien d'autre que des outils, il est donc nécessaire en amont d'anticiper, d'être prêt à réagir et de s'exercer. C'est en étant mieux préparés, mieux formés que nous serons en mesure d'agir plus efficacement face à une situation d'urgence, en temps de paix comme en temps de guerre. Merci de votre écoute. Voilà. Merci beaucoup Yann Brun pour votre intervention très claire qui permet avec des forts fondements de continuer donc cette séance. Pour rappel, nous allons laisser un temps de parole aux questions vers à la fin des 3 interventions. Donc encore un grand merci. Nous avons été vraiment très heureux de vous accueillir et de vous écouter. Nous pouvons passer maintenant à l'étude des cas spécifiques en écoutant d'abord l'intervention de Cristina Menegazzi. Christine, je vais vous laisser la parole et vous me dites. Oui, je suis. Je vais commencer à la partager. Parfait. Merci beaucoup. C'est possible d'avoir d'abord les documents à part et après la présentation. Merci beaucoup. Merci donc, merci à l'association Métis et à l'université Sorbonne Nouvelle pour m'avoir invité à cette occasion, à cette conférence. Et merci en particulier à Viviana Gobbato et à André Doyen pour l'avoir organisée et pour la gérer magnifiquement.
Merci aussi à l'intervenant qui m'a précédé parce que effectivement a pu faire une grande introduction absolument exhaustive et complète sur ce que je vais vous présenter plus comme un cas d'étude spécifique. Donc, comme Viviana Gobbato avait dit tout à l'heure, j'étais responsable pendant presque 5 ans du projet de l'UNESCO financé par l'Union européenne qui était donc axé sur la préservation du patrimoine syrien. Et donc ces projets étaient, comme vous pouvez voir dans l'image, a donné vraiment beaucoup de résultats. Et je vais bien donc vous présenter ça parce que très souvent, on m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant la guerre? Est-il possible d'intervenir pendant la guerre? Alors, l'UNESCO n'était pas présent sur les terrains en Syrie d'une façon constante. On était basé donc au bureau de Beyrouth, mais on menait donc des actions soit sur les terrains en Syrie en faisant des missions spécifiques, faire des constats d'état sur l'état de conservation des monuments, des collections, des archives, des bibliothèques et des sites archéologiques, soit en organisant aussi des activités de formation pour les professionnels donc patrimonial, et soit en Syrie, soit à Beyrouth, soit en Europe. Alors, je tiens à spécifier que l'UNESCO était intervenu d'une façon neutre, vu que c'est une organisation donc intergouvernementale. La Syrie, c'est un État membre et quand un État est en difficulté, en particulier une situation de crise comme celle de la guerre, l'UNESCO est tenu à intervenir donc, et à donner son support et son soutien. Pour ces projets qui étaient financés par l'Union européenne, comme je disais, on a eu beaucoup de collaborations d'institutions européennes, françaises aussi. J'ai cité certaines par la suite. Donc, comme vous voyez dans l'image, les actions qu'on a pu mener, c'était surtout des actions de capacitation, donc d'amélioration de connaissances de la part des professionnels syriens, professionnels qui s'est trouvés sur place en Syrie et professionnels qui avaient quitté les pays et qui s'est trouvés pour la plupart d'entre eux en Europe, mais aussi aux États-Unis, dans d'autres parties du monde. On a donc on a fait des cours de formation aussi à distance pour certains. Et on a organisé plusieurs conférences dédiées à des thématiques spécifiques, par exemple aussi thématiques sur la lutte du trafic illicite, comme notre intervenant précédent a bien spécifié. Donc, dans un cas de crise, dans un cas de guerre, donc les pays deviennent vulnérables davantage. Et bien sûr, la Syrie a été touchée énormément par les problèmes du trafic illicite. Donc, on a fait des réunions avec les pays voisins et on a impliqué Interpol, la police locale, l'Organisation mondiale des douanes et d'autres instances à niveau local. À part ça, on a pu intervenir aussi d'une façon plus technique sur la restauration de certains monuments aux parties et des collections. Et je vous donnerai plus de détails par la suite. Et on est intervenu aussi sur la question de la documentation. Comment sauvegarder la documentation qui concerne donc le patrimoine syrien. Comme vous voyez dans la petite image donc du plan de la Syrie, on a impliqué des professionnels qui venaient de toute la partie, de toutes les régions de Syrie. Et même si c'était parfois très compliqué, aussi des points de vue, disons, logistiques.
Et donc, à part ça, on a eu aussi des activités qui étaient plus liées aux industries créatives, en essayant donc de continuer à maintenir donc vive, par exemple, la musique traditionnelle syrienne, mais aussi les industries créatives, plus spécifiquement la photographie, les concerts, les enregistrements donc des chansons, etc. Donc là, je passerai à la présentation donc, de PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà, la suivante. Suivante encore. Merci. Donc, non, celle d'avant. Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit l'intervenant précédent, normalement, il faut être prêt. Il faudrait donc penser au cycle de gestion des risques dans les 3 phases principales de avant, pendant et après. Et idéalement, donc, quand on est dans une situation, disons, d'épée normale, et dans les cas spécifiques du patrimoine mobilier, normalement, on devrait penser justement à définir un plan d'évacuation, un plan d'urgence général, mais en particulier pour les patrimoines mobiliers, un plan d'évacuation des œuvres. Suivante. Il faudrait aussi penser à créer des équipes qui peuvent être mises, peuvent être sollicitées à l'occasion des urgences. Donc, des équipes qui ont été formées, des équipes qui connaissent justement comment manipuler les œuvres, où transporter les œuvres, comment les emballer, comment faire l'inventaire d'urgence, etc. Donc, tout ça, normalement, ça fait partie de la préparation. Et dans une situation idéale, donc non des crises, tout ça devrait être fait avant. Suivante, please. S'il vous plaît. Après, il aurait fallu, il faudrait identifier les lieux de stockage, les endroits où on peut stocker les œuvres qui ont été évacuées dans les cas des situations d'urgence. Et pareil, il faudrait connaître les lieux, savoir où ils se trouvent, savoir comment ils sont protégés, par quelles instances, et connaître aussi les différents organisations qui doivent être impliquées dans tous ces processus. Donc, la police, la protection civile, les différents ONG, bénévoles du patrimoine, etc. Suivante. Après, bien sûr, il y a toute la partie aussi, pareil, de préparation, qu'on doit savoir comment intervenir dans les cas d'emballage, dans les cas de transport, dans les cas d'acheminement des œuvres, quand on veut penser à une évacuation. Donc, tout ça, normalement, on fait aussi des simulations, donc on se prépare, on fait des exercices pour savoir justement comment agir en situation d'urgence. Suivante. Et en même temps, on pense aussi à faire de la formation, donc un renforcement des capacités pour les différents profils professionnels qui travaillent au sein de musées. Suivante. Alors, tout ce que je dis jusqu'à maintenant, c'est surtout c'est que normalement, on devrait faire à l'avance dans une situation d'épée, donc une situation de normalité. Là, je vais vous présenter quelques exemples d'activités que nous avons menées pendant la guerre. Donc, nos interventions ont eu lieu à partir de 2014 jusqu'à la fin de 2018, donc en pleine guerre en Syrie. Et, on a pu, par exemple, faire des constats d'état, des conservations des bâtiments et des collections. Les collections pouvaient être des collections des musées, mais aussi des collections d'archives et des bibliothèques. On a pu aussi identifier
la documentation qui traitait donc du patrimoine culturel syrien. On a fait des recherches et on a identifié aussi des collections publiques, mais aussi privées, des photos, des plans, des dessins, et des publications spécifiques. On a travaillé en particulier beaucoup avec l'IFPO, donc l'Institut français du Proche-Orient, pour les questions de la documentation, mais pas seulement, aussi d'autres institutions publiques qui étaient basées donc à Damas, comme la Direction générale des antiquités et musées, mais aussi avec d'autres institutions et des ONG qui ont été formées justement pendant la guerre, comme APSA ou d'autres institutions basées aux États-Unis ou en Europe. Une type d'intervention qu'on a pu mettre en place pendant donc, la situation d'urgence, pendant la guerre, c'est aussi les campagnes de numérisation. Numérisation et numérisation 3D de la documentation. De la documentation, les plans, les photos, etc. et des monuments pour aussi fixer l'état de conservation des monuments au moment des campagnes. On a aussi fait en sorte de sécuriser les données, c'est-à-dire sauvegarder les données qui avaient été produites pendant le projet. On a stocké des milliers et des milliers d'images. On a stocké aussi des images anciennes, des photos anciennes qui avaient été donc numérisées à l'occasion du projet. Et tout ça, normalement, on a donné des copies aux institutions qui étaient propriétaires donc, de la documentation et on a gardé des copies donc, en tant qu'UNESCO au cas où une catastrophe ultérieure aurait dû donc, détruire ces copies. On a surtout aussi travaillé ensemble avec la Direction générale des antiquités et des musées, mais aussi avec des groupes, des professionnels qui intervenaient dans la zone qui n'était pas sous contrôle du gouvernement, donc en particulier la zone d'Alep et Idlib. On a travaillé beaucoup sur la formation de professionnels des musées pour les préparer à l'évacuation des objets, l'évacuation des collections des musées sur le territoire syrien. On a commencé donc en 2014, que la guerre était déjà sur place depuis 3 ans. Et les musées, quand le projet a commencé, avaient encore la plupart des collections qui étaient exposées dans les salles. La DGA, donc la DGAM, donc Direction générale des antiquités et musées, avait commencé à évacuer les musées nationaux à Damas et aussi certaines opérations avaient commencé en même temps à Alep, au musée national d'Alep, mais la plupart d'autres musées, ils avaient encore toutes les collections exposées, nonobstant la guerre en cours. On a aussi travaillé sur la documentation d'urgence. Donc, comment on documente les objets justement à l'occasion de l'évacuation de musées. On connaît, il existe des inventaires sous format papier ou format digital, mais à part les inventaires, il y a toute la documentation qui est fruit du travail de recherche, par exemple, des missions archéologiques étrangères qui avaient œuvré en Syrie, ou d'universités ou d'institutions comme l'IFPO, par exemple, qui avaient travaillé depuis des dizaines d'années donc, sur le territoire syrien. Après, on a aussi
fait de la formation pour les personnels des musées, plus en particulier aussi sur des bases des conservations préventives et sur la gestion des situations d'urgence. On a travaillé avec les professionnels des musées aussi sur les questions du trafic illicite, en les mettant en lien, bien sûr, avec les instances locales, donc de la police et des douanes. Suivante, s'il vous plaît. Je commence par les musées d'Alep. Alors, les musées d'Alep, là, vous voyez une photo, les musées avant la guerre. Donc, ça, c'est l'entrée principale. Suivante. Là, vous avez à gauche avant la guerre et à droite après, ou disons pendant la guerre plutôt. C'est plus juste de dire pendant. Et vous pouvez voir aussi dans les images qui suivent des dommages de toutes sortes, hein, parce qu'il y a eu soit des explosions à côté du musée, et, soit un peu plus loin dans la ville, mais de toute façon, les musées ont été assez touchés. Hein. Suivante. Pour faire en sorte que les dégâts puissent être réduits au maximum. Donc, la collection du musée a été évacuée. Les professionnels du musée ont tous participé à l'évacuation. Et bon, je ne peux pas donner trop de détails parce que il s'agit d'opérations, comment dire, même si ont été déjà menées dans les passés, mais je ne peux pas donner des détails pour des questions de sécurité. Mais juste pour vous dire que tous les personnels du musée a participé donc à la mise en sécurité des collections qui ont été transportées donc dans un lieu sûr, loin de la ville d'Alep. Mais ce qui restait sur place, c'était l'édifice et certaines œuvres qui se trouvaient donc dans les jardins. Là, vous pouvez voir des mesures de consolidation, disons, de protection de certaines parties de l'édifice ou des statues qui se trouvent dans les jardins. Suivant. Voilà, ça, donc l'image avant, c'était au moment de la préparation de cette protection. Et là, c'est 5 années plus tard. Donc, vous voyez aussi que les intempéries et la guerre même ont bien sûr aussi fragilisé les protections qui avaient été mises en place par les professionnels de musée. Il faut dire que le musée d'Alep se trouve très proche il ne se trouve pas dans la ville ancienne, qui est inscrite aussi au patrimoine mondial, mais très proche donc de la ligne de démarcation donc de la ville inscrite au patrimoine mondial. Donc, c'était une zone où il y a eu beaucoup d'opérations militaires et donc le musée a souffert et tout ce qui était resté donc sur place parce que c'était impossible de le mobiliser a souffert aussi. Suivante. Voilà, d'autres exemples. Je dois mentionner, et je suis sûre que l'intervenante après moi pourra donner des informations plus détaillées sur ce qui s'est passé à Beyrouth à l'occasion de la guerre, donc pour le musée national. Moi, j'avais étudié pas mal toutes les interventions qui avaient été justement mises en place à Beyrouth et disons l'expérience beyrouthine a été de grands supports pour les Syriens qui ont essayé justement de mettre en place certaines disons, mesures de protection des bâtiments et des collections muséales et en essayant donc d'éviter ce qui ont été par contre les effets collatéraux de la guerre à Beyrouth. Suivante. Voilà, là vous voyez la façade, donc l'entrée principale du musée. Ils avaient donc protégé avec des sacs de sable qui avaient été ensuite couverts par des panneaux qui avaient été mis en place aussi pour maintenir les sacs. Suivante.
Et là, vous voyez quelques années plus tard l'état de cette protection. Donc, il faut dire que quand on protège les édifices, on met en place des protections qui n'ont pas une durée infinie. C'est vrai que personne n'aurait pu imaginer la longueur de cette guerre, mais tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été mis en place pour protéger les édifices avait été fait avec l'idée que ça pouvait durer quelques années. Et après, il n'y avait plus de moyens de retourner sur place directement pour à nouveau reconstruire les protections adéquates pour les bâtiments. Il faut dire aussi une autre chose, que dans la ville d'Alep, pendant la guerre, en hiver, il manquait bien sûr toutes sortes de possibilités de chauffer les habitations. Et tout ce qui était possible de récupérer en termes de matériaux donc combustibles, en particulier les bois, mais aussi des tissus et autre chose, était récupéré par la population pour survivre. Donc, très souvent aussi, les protections ont été démontées justement pour se servir du matériau combustible. Suivante. Voilà, c'est juste un détail pour voir aussi que les œuvres n'étaient plus vraiment protégées. Oui, suivante. Merci. Là encore un autre détail, à l'intérieur, donc dans les salles, là où il y avait des objets qui n'étaient pas possibles d'être transportés loin de la ville d'Alep, donc les professionnels des musées ont essayé de les protéger justement en les couvrant, en les protégeant comme ils pouvaient. Dans ces cas, c'était donc des sacs de sable pour protéger ces grands statues et bas-reliefs. Oui. Là, il s'agit donc des plafonds, des boiseries qui ont été pratiquement couvertes pour être protégées. Donc, ils ont construit un faux plafond qui a servi de protection des boiseries qui étaient sur place. Prochaine. Voilà, là, c'est encore quelques images qui montrent la cour du musée national d'Alep avec toutes les protections. Alors, là, un autre exemple, une autre façon, disons, une autre assistance technique. Là, c'était plutôt, toujours dans la ville d'Alep, c'est les musées de la mémoire de la ville, donc Beit Ghazaleh. Et c'est un musée qui se trouve donc dans une zone, dans la vieille ville d'Alep, qui a été très hautement endommagée. Et donc, les collections ont été évacuées à temps, mais les bâtiments, bien sûr, n'ont pas pu être protégés parce que les professionnels du musée n'ont même pas eu le temps de mettre en place les mesures de protection comme on a vu tout à l'heure dans les cas du musée national. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les cadres donc, du projet de l'UNESCO? C'est qu'on a, du moment qu'on a pu avoir accès à la ville d'Alep, on a fait une documentation 3D des édifices, justement pour fixer les moments d'état de conservation, ou plutôt de destruction de l'édifice, pour que après, avec toutes les données qui étaient donc résultats de cette campagne de documentation, pouvaient servir après pour la reconstruction et pour la restauration de l'édifice. Suivante. Là, c'est les musées avant la guerre. Donc, vous voyez, c'est un édifice qui était vraiment dans un état de conservation impeccable. Suivante. Et là, bon, les destructions étaient très importantes. Heureusement, les collections ont pu être évacuées à temps. Suivante encore. 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 Voilà. Alors là, c'est juste deux images donc de ce qui est les résultats donc de la documentation 3D.
Pour vous donner juste un peu un exemple, ces documents seront surtout très utiles au moment de la reconstruction et de la restauration de ces bâtiments qui, pour l'instant, ne sont pas encore en cours d'exécution. Mais la documentation est très précieuse. Bien sûr, il faudra faire d'autres campagnes parce que dans les temps, les bâtiments, sûrement, il a subi d'autres dommages, aussi dus aux intempéries et parce qu'il n'est pas utilisé. Mais c'est sûr que c'est très important pour les architectes et les ingénieurs qui devront après prendre en main la reconstruction du bâtiment. Suivante. OK. Suivante encore. Là, un cas très similaire, c'est les musées des traditions populaires d'Alep, donc Beit Ashikbash. La même chose, donc on est intervenu avec donc la compagnie française Art Graphique et Patrimoine qui a donc fait ces campagnes de numérisation. Comme vous pouvez voir, l'état de destruction est vraiment immense. Donc ça, c'est les bâtiments juste avant et ça, c'est après. Suivante. Je ne vais pas prendre trop de temps, donc on va juste regarder les images. Voilà. Et là, c'est les résultats. Donc, bien sûr, on a des centaines et des centaines de prises et des relevés, etc. Donc, toute documentation qui servira par la suite. Un autre exemple d'assistance technique qu'on a pu mener, donc, c'était les campagnes de numérisation des collections privées et publiques. Donc, surtout d'images, des photographies ou des photos encore sur plaques de verre et aux images anciennes en noir et blanc qui ont été identifiées et après numérisées donc, à l'aide des équipements que les projets ont mis à disposition, donc à l'IFPO en particulier, mais aussi au Musée national de Damas. Et tout ça, c'est bien sûr pareil, c'était une action qui a servi à équiper les instances, les organisations publiques et privées pour mettre après à disposition toute la documentation ce qui servira après pour la reconstruction des monuments ou des collections ou de certaines parties des sites archéologiques qui ont été endommagés pendant la guerre. Donc, c'était très important déjà d'identifier les différents types de collections qui existaient et donc faire un état aussi de conservation des collections elles-mêmes sur leur matérialité, disons. Et après, on a essayé de comprendre s'il y avait des inventaires qui existaient pour chaque collection. Et après, on a fait, donc on a lancé les campagnes de numérisation pour les collections et pour la documentation qui était donc liée aux collections mêmes. Suivante. Oui, là, à titre d'exemple, on a mené donc plusieurs missions sur les terrains en Syrie. Et celle que je vous présente, donc c'est la mission qu'on a organisée en 2016 entre la première et la deuxième destruction de Palmyre. Et bien sûr, notre directrice générale voulait que l'UNESCO soit sur les terrains pour vraiment recevoir et prendre des images et recevoir une impression directe parce que, comme vous pouvez imaginer, recueillir l'information sur les dommages en temps de guerre, c'est pas quelque chose toujours d'évident et de facile. Donc, les missions, c'était sûrement les mesures qu'on avait à disposition pour récupérer les informations en première ligne, disons, et faire des campagnes de photographie et préparer les constats d'état, des conservations des monuments et des collections. Donc, suivante.
là, on voit Mamoun Abdul Karim, le directeur général des antiquités, de la Direction générale des antiquités des musées, et qui montre donc l'état des destructions des collections du musée. Là, vous avez l'impression que le visage de ces bustes est intact, mais finalement, il a été juste posé sur la tête. Donc, l'état de destruction du musée des Palmyres a été énorme. La collection n'avait pas été évacuée avant le première attaque. Heureusement, tout de suite après donc, cette mission qu'on a menée, les collections ont pu être transportées donc, dans un lieu sûr. Et en particulier aussi la statue monumentale qui s'est trouvée à l'entrée du musée des Palmyres, donc avec les lions d'Alat, qui se trouve maintenant restaurée dans les jardins du musée national de Damas. Donc la campagne de restauration de toutes les collections du musée des Palmyres n'a pas encore été lancée. À l'époque, quand je travaillais encore pour l'UNESCO dans le cadre de ces projets, on avait fait on avait lancé des propositions, mais pour des raisons multiples et des différentes raisons aussi d'ordre politique, ces campagnes n'ont pas pu être lancées. Donc, les collections actuellement se trouvent dans des caisses et ont été inventoriées dans les détails par les professionnels de la DGAM et sont donc dans un lieu sûr. Mais la campagne de restauration n'a pas encore commencé. Donc, il faut dire que l'état des dommages du musée a été total. Hein, et pratiquement toutes les œuvres qui étaient exposées et qui se trouvaient dans les réserves ont été endommagées. Certaines pulvérisées, d'autres juste, entre guillemets, décapités, donc les bustes décapités ou les visages qui avaient été enlevé avec un scalpel ou détruit les yeux, la bouche, etc. Donc, c'est sûr que c'était un exemple total d'iconoclastie. Et ça a été étudié par plusieurs collègues aussi. Et bon, on attend maintenant de voir ce qui va se passer avec la campagne de restauration de ces collections. Mais donc, dans le cas spécifique du projet, donc là, oui, c'est bien qu'on laisse sur cette image. Ça, c'était juste quelques jours avant, mais 2-3 jours avant l'attaque de ISIS, donc au musée. Ça, c'était les professionnels qui travaillaient dans les musées, qui avaient participé à la campagne de l'UNESCO Unite for Heritage, et qui nous avaient envoyé une image justement d'eux qui étaient sur place. Et on avait justement parlé de commencer à évacuer les collections parce que même si Palmyre se trouve au milieu d'un désert, elle aurait pu être aussi vulnérable et en cible. Et quelques jours après, bon, c'est passé ce que vous connaissez. La suivante, s'il vous plaît. Là, vous avez donc à gauche les bustes des Palmyres, justement, qui ont été transportés et maintenant stockés, donc loin de la ville des Palmyres. Et à droite, d'autres objets, là, c'est une tablette d'Ebla, qui aussi ont été transportés et évacués. Et qui se trouve pareil. Maintenant, tout a été inventorié et par les professionnels de la DGAM. La presque totalité des musées en Syrie, les collections ont été évacuées. On a aussi le musée des Raqqa qui a été évacué complètement dans des conditions absolument
particulière, extraordinaire. Et tous les musées aussi de la ville de Damas, pareil, les collections ont été mises à l'abri. Dernièrement, une partie du musée national de Damas, et certaines parties, donc certaines salles, hébergent maintenant à nouveau des expositions et des collections, mais bon, tout n'est pas encore mis en place comme avant, bien sûr. Suivante. Là, juste pour conclure, je vais mentionner la collaboration qu'il y a eu, à part celle qu'on a eue avec l'IFPO, donc l'Institut français du Proche-Orient. Là, il s'agit d'une collecte des matériaux de conservation et des restaurations qui a été menée par le Centre régional de conservation de la ville des Bibractes et qui a donc collecté des matériaux qui ont été acheminés jusqu'à Beyrouth, donnés à l'UNESCO, et l'UNESCO en a fait un don à la Direction générale des antiquités et des musées, qui a utilisé donc, tous ces matériaux, instruments, matériaux d'emballage, etc., justement pour l'évacuation des musées dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez, la France a quand même contribué d'une façon direct, sans avoir un contact direct, disons, avec les instances syriennes, mais à travers l'UNESCO, a pu contribuer donc à la sauvegarde et à l'évacuation des collections des musées. Donc, je préfère conclure ici et je reste à disposition pour des questions dans les cas où ce soit nécessaire. Merci beaucoup. Et merci Viviane pour avoir fait avoir été de support pour la présentation. Merci. Merci Christine. Oui, effectivement, nous sommes bien complétés avec l'écran et surtout avec votre parole. Donc, vraiment, c'était un honneur de pouvoir bénéficier de votre expertise sur ces sujets et nous avons vu beaucoup d'images fortes. Et voilà, et en même temps, cela nous a permis de voir la réalité dans le terrain qu'on peut voir à travers les médias, des images médiatiques qu'on retrouve sur différents supports en même temps que ces tristes actualités. Mais effectivement, c'était très riche d'avoir un regard de l'intérieur. Donc, un grand merci encore. Nous laisserons place aux questions de l'auditoire juste après notre troisième intervention. Je laisse donc maintenant la parole à Zoé Vanier, que nous accueillons très chaleureusement et qui nous parlera de la réhabilitation du musée de Beyrouth. Zoé. Bonsoir à tous. Je vais partager l'écran pour vous montrer ma présentation. J'espère que vous m'entendez bien et que vous pouvez bien voir la présentation. Oui, c'est parfait, Zoé, merci. Merci beaucoup, Viviana. Je remercie également l'association Métis pour l'organisation de cette séance très intéressante. Merci de m'avoir conviée. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je remercie également les intervenants précédents par leur riche présentation et qui font une parfaite transition avec mon PowerPoint. Donc, puisqu'on va rester dans la région du Proche-Orient et je vais aborder le thème de cette séance à travers le cas d'étude du musée de Beyrouth, qui, comme l'a bien précisé Christina Menengazi, est un cas d'école un petit peu. Et je saisis cette occasion pour exprimer toute ma solidarité envers les Libanais qui sont malheureusement encore en train de lutter contre les séquelles de l'explosion du 4 août dernier et plus encore. Je ne vais pas m'attarder sur la situation actuelle du Liban car malheureusement ce n'est pas la première explosion qu'a connue le Musée national de Beyrouth. Donc, sans revenir sur les détails du conflit libanais, mais après donc, des années de tensions au Liban, le 13 avril 1975, donc, un affrontement à Beyrouth dégénère en un conflit plus durable. Des barricades se mettent en place dans les quartiers de la capitale libanaise et presque du jour au lendemain, la ville, comme vous pouvez le voir sur cette carte, est séparée par une ligne de démarcation. Le musée de Beyrouth correspond à l'un des rares points de passage donc entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. En 1975, donc,
personne n'aurait pu se douter que ce conflit durait plus de 15 ans. À la fois civil et international, ce conflit est caractérisé par des périodes d'accalmie. Toutefois, le musée ne pourra réenvisager une réouverture qu'en 1991. Ainsi, on peut se demander quel est le rôle d'un musée national après un conflit civil, dans quelle mesure il participe à la reconstruction ou à la construction d'une identité nationale. Et je prends la dernière question donc à l'association Métis, puisqu'elle était très pertinente dans le cas du musée national de Beyrouth. Comment la crise peut-elle modifier le rapport entre patrimoine, communauté et mémoire? Je vais dans un premier temps revenir sur l'état de conservation du musée et de ses collections au lendemain du conflit, pour ensuite aborder tous les débats qui ont agité la sphère muséale libanaise au lendemain du conflit quant à l'avenir de ce musée national. Et enfin terminer sur la façon dont le Musée national de Beyrouth a décidé d'aborder l'histoire délicate et sensible du Liban après le conflit, donc dans les années 90. Tout d'abord, donc l'état du musée au lendemain du conflit. Je vous ai mis ici une photographie de la façade principale et de l'entrée du Musée national de Beyrouth, ainsi que le décrit donc Suzy Hakimian, à l'époque chef du service des musées au Liban. En 1991, elle dit que le toit est percé, les fenêtres sont cassées, les colonnes de la façade principale endommagées et de nombreux murs ont été tagués. On peut presque voir donc tous les dégâts qu'elle mentionne sur cette photographie, à l'exception du toit percé, donc, qui est l'urgence principale au lendemain du conflit, puisqu'il laisse pénétrer l'eau au sein du musée et met à risque la stabilité du bâtiment. Donc, en mai 1991, quand la mission de l'UNESCO rend visite au Liban, se rend au Liban, pardon, elle estime à environ 1 million de dollars le montant nécessaire pour rendre au toit son étanchéité. Et quant au ministère du tourisme libanais, envisage 4 millions de dollars de réhabilitation pour remettre en état le musée national de Beyrouth. Donc, le musée national de Beyrouth sera de nouveau étanche en 92, ce qui laisse alors la possibilité aux équipes du musée de commencer un travail de documentation et d'inventaire des collections et de faire de ce musée donc un espace de travail. Les collections du musée, donc, je vous ai mis ici 2 photographies de l'espace du rez-de-chaussée, ont également souffert du conflit. Elles ont souffert du conflit pour 2 raisons principales. La première est l'occupation militaire du musée et aussi les combats qui se sont passés à proximité. L'exemple le plus frappant étant celui donc, du trou qui a été fait dans le mur, mais aussi dans la mosaïque du Bon Pasteur. Ici, nous sommes au rez-de-chaussée du Musée national de Beyrouth. Il s'agissait ici pour donc, le soldat qui était posté au musée de faire ce trou pour avoir une vue surplombante sur tout le carrefour qui se situe en face le musée. Dans le cas du Musée national de Beyrouth, on ne peut pas vraiment parler de vandalisme idéologique tel qu'on l'a connu dans les derniers conflits, mais il s'agit plus de dommages collatéraux. Donc, pour pallier ce souci, donc, à cette menace liée à l'occupation militaire du musée, l'équipe du musée a décidé donc, notamment d'évacuer les collections mobiles du musée vers le sous-sol, et aussi de remplacer les blocs de bois qui initialement protégeaient les collections qui ne pouvaient pas être évacuées. Ce qui donnera donc, je vais retrouver ici les moyens de protection que vient de décrire Christina Menghezi à Alep. Il a été décidé de remplacer donc, les planches de bois qui avaient été utilisées par les soldats pour se réchauffer pendant l'hiver et les sacs de sable qui ont été empruntés, on va dire même volés pour renforcer leurs barricades, de remplacer ces coffres de bois par des blocs de béton armé, ce qui fait plus de murs pour les tags, mais assure davantage la protection de ces collections qui sont sorties quasiment indemnes des conflits. Je vous ai mis ici une photographie du premier étage. Comme vous pouvez le constater, tout était à refaire dans le parcours muséographique. Et aussi, vous pouvez voir que les vitrines donc, ont été, dans la mesure du possible, évacuées avant qu'elles soient visitées. Et elles ont été évacuées vers le sous-sol. Donc, à partir du moment où le sous-sol a été muré, il n'y a pas eu de visite à l'intérieur, vraisemblablement.
et ce qui a permis donc de préserver en partie les collections. Toutefois, elles ont souffert de la montée des eaux de la nappe phréatique qui était située sous le musée, qui au gré des saisons est remontée puis redescendue. Donc, il a été possible pour l'équipe du musée d'entrer pour la première fois dans ce sous-sol en 1996. Je précise cette date pour réaliser que le temps de la réhabilitation dans ces sociétés en post-conflit est un temps qui est assez long, dans la mesure où ces États n'ont pas forcément le budget nécessaire et aussi les formations peut-être pour commencer les projets de réhabilitation dans des temps très réduits. Ainsi, le musée de Beyrouth a mis en place une organisation temporaire en 1993 appelée Patrimoine déraciné, sauvons-le. Je vous ai mis ici l'affiche de cette exposition. L'un des rôles donc était de faire un appel aux dons, mais aussi de sensibiliser le public à la richesse du patrimoine. Donc cette exposition a eu lieu avant que les équipes ne ressortent les collections donc, de leur système de protection. Il s'agissait d'une exposition photographique. Et elle mettait donc en avant les activités du musée avant le conflit et la richesse du patrimoine libanais pour sensibiliser les visiteurs. Cette exposition permettait aussi de répondre à certaines rumeurs qui avaient circulé pendant le conflit quant à des pillages massifs et des destructions. Donc, comme le rappelle Amélie Beyoum, professeure d'archéologie à l'université américaine de Beyrouth, la majorité des visiteurs qui sont entrés dans le musée lors de cette exposition ont redécouvert qu'au passage du musée, il y avait véritablement un musée. Ce qui m'amène donc à interroger les projets qui ont été soumis pour le futur du musée au lendemain du conflit. En effet, il faut tout d'abord rappeler ce que le passage du musée signifiait donc, pour les Libanais et surtout pour les Beyrouthins. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, le musée se situait donc sur la ligne de démarcation et était un des rares points de passage entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest, ce qui signifie qu'il était le théâtre fréquent de contrôle de la part des milices ou des différentes armées qui sont intervenues sur le territoire libanais pendant le conflit, mais aussi de kidnapping, de bombardements et de tirs de francs-tireurs. Ce qui fait que le passage du musée était l'un des passages les plus dangereux de Beyrouth au moment du conflit libanais. Et c'est resté dans la mémoire collective très fort, puisque souvent les manifestations en rapport avec, par exemple, les disparus du conflit libanais ont souvent lieu devant donc, la place du musée, comme ça a été le cas même récemment, en 2019, par cette association qui aide, par exemple, les familles à retracer l'itinéraire de leurs membres disparus, membres de la famille, je veux dire, disparus. Donc, fort de cette charge symbolique du secteur du musée, notamment du passage du musée, certains ont proposé que le musée, son bâtiment, devienne un mémorial. Il faut savoir que donc, cette proposition de mémorial a été faite à cet endroit, notamment en raison de sa charge symbolique, mais surtout parce qu'au lendemain du conflit, il n'y a pas eu véritablement de politique du souvenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mise en place de monuments aux morts ou de cimetières des tombés ou de cérémonies de commémoration. Il n'y a pas eu non plus d'accord sur l'histoire officielle du conflit qui aurait pu être enseignée dans les écoles libanaises. De ce fait, on a proposé que le musée devienne un mémorial. Je vais couper court au suspense puisqu'il a été décidé que le musée national resterait le lieu donc, où l'on présente les antiquités, enfin, les objets archéologiques exclusivement issus du territoire libanais. Toutefois, pour répondre un petit peu à cette question à cette demande faite par la société civile, il a été mis en avant que le musée serait donc un lieu de lutte pour la reconstruction du Liban. Et je vais reprendre les propos donc, du ministre du Tourisme à l'époque qui voulait donc vraiment faire de ce musée un symbole de réunification des deux Beyrouth, où les différentes civilisations se rencontrent et qui serait pour le futur donc ainsi un centre culturel pilote, puisqu'il s'agit à la fois de réunifier donc, cette société divisée à la suite du conflit civil, mais aussi de relancer l'économie et notamment le secteur du tourisme. Il a donc été mis en avant ce rôle social du musée. Donc, face à la demande de la société civile, il a été
trouvé un compromis. Il a été décidé que le musée serait donc toujours le musée national. Les stigmates du conflit sur la façade, par exemple, seraient gommés, tout serait refait à neuf, on peut le dire, mais que quelques traces du musée seraient exposées dans ces salles. Et ainsi, le conflit serait mentionné au sein des salles du musée. La première mention est donc un film qui est présenté à l'entrée du musée sur la renaissance du musée national. C'est-à-dire que dans ce film, il est possible de voir comment les équipes du musée ont décoffré ces collections qui avaient été mises en protection pendant le conflit. La seconde mention faite au conflit est celle de la mosaïque du Bon Pasteur, c'est-à-dire qu'il a été décidé de restaurer, de reconstruire le mur extérieur, mais que la mosaïque ne serait pas reconstituée. De même, ce passage est expliqué brièvement dans cette affiche, et cela permet également à l'équipe du musée de mettre l'accent sur la figure emblématique du directeur, Maurice Chehab, qui a participé à la préservation des collections pendant le conflit libanais. La troisième mention est faite de manière plus subtile, puisque derrière donc, la statue du colosse, il y a cette photo. Je suis navrée, elle est un peu floue, mais vous devez me croire, il s'agit d'une photo qui a été prise au moment du décoffrage du colosse, donc en 1995. La dernière mention faite au conflit et cette vitrine qui est située au premier étage en fin de parcours qui expose donc des objets qui ont subi de fortes températures et une forte pression suite à l'explosion de bombes incendiaires dans le périmètre du musée. Comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas de présenter ni d'expliquer le conflit, mais juste de faire mention des conséquences du conflit sur les collections. Ce qui fait en soi du musée national l'une des rares organisations gouvernementales à parler, à évoquer le conflit civil, ce qui est en soi un effort justement de réconciliation, de mentionner l'existence de ce conflit civil. Toutefois, on peut expliquer le fait qu'il n'ait pas pu aller plus loin dans cette démarche, car à la fin du conflit libanais, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, c'est-à-dire que les chefs de guerre qui ont participé au combat sont restés en politique et sont même entrés au gouvernement. Ce qui fait que, comme le décrit Dominique Poulot, il a été impossible pour l'équipe du musée de faire un effort commun de compilation des différentes mémoires de guerre. Fort de ce constat, on peut donc se demander quel est le rapport du musée national à l'histoire nationale du Liban et donc quel est son discours. Si l'on compare les textes qui entourent les collections avant et après le conflit, on remarque, quand je dis texte, je parle des cartels, mais aussi des textes introductifs avant chaque période ou salle, on remarque qu'il y a une pacification du discours, c'est-à-dire que le champ lexical de la guerre et de la violence disparaît dans les textes post-conflit. Comme le souligne Richard Thomas dans sa thèse donc, sur la mythologie politique et identitaire dans les conflits au Moyen-Orient, on remarque que le musée a tellement voulu accentuer cet aspect donc, de réunification qu'il devait à tout prix apparaître comme un symbole de paix ou du moins de communication après le conflit civil. Dans un deuxième temps, on peut interroger donc le rapport du musée national à ce mythe national libanais. En effet, on constate que pendant le conflit libanais, comme l'explique l'historienne Candice Raymond, il y a eu un renouveau historiographique pendant le conflit, c'est-à-dire que l'accent a été mis sur une histoire plus régionale, intégrant le Liban dans sa région, donc en relation avec ses pays voisins et surtout les villes voisines, et aussi une histoire plus locale, donc intra-libanaise, ce qui va un petit peu en contresens de l'historiographie traditionnelle libanaise qui souvent associe le Liban à cette Phénicie antique, qui était donc une association de villes côtières commerçantes tournée sur la Méditerranée. De même, cette historiographie insistait sur la période gréco-romaine qui mettait surtout en avant les relations entre le Liban et un certain côté de la Méditerranée, l'Europe. Ce renouveau historiographique, donc, se produit au même moment où, pendant le conflit libanais, a lieu un repli identitaire, c'est-à-dire que certaines parties du conflit vont revendiquer ou s'approprier des traits culturels et aussi des périodes historiques. Et on peut se demander donc si dans le musée, il y a eu donc un questionnement sur tout ce rapport à l'histoire et à cette historiographie. On remarque que dans le musée, on peut observer une
forte représentation de certaines périodes historiques. Là, je vous ai mis un plan qui est assez ancien du musée de Beyrouth. Donc, c'est son rez-de-chaussée. On voit que donc l'âge du fer et l'âge du bronze, qui sont en bleu, qui sont souvent associés donc à cette unité antique, sont largement représentés au rez-de-chaussée, de même que la période gréco-romaine, ici en rouge. Cet espace, qui n'est plus donc un espace de restauration maintenant, est dorénavant réservé aussi à la période gréco-romaine. Il en est de même pour le premier étage, où, comme vous le verrez, toute cette partie est encore réservée à l'âge du bronze, âge du fer, donc cette donc Phénicie antique. Et de même pour cette partie du musée qui est en lien avec l'époque hellénistique et romaine. Donc, les périodes les plus récentes sont représentées dans cette section. Je n'ai pas le plan du sous-sol, mais on peut observer la même représentation des époques, même si un effort a été fait pour mieux représenter la période médiévale et la période ottomane. Ainsi, pour conclure, la réhabilitation du musée de Beyrouth a pris beaucoup de temps, puisque les salles initialement ouvertes avant le conflit ont pu toutes être réouvertes en 2016 lors de la réouverture du sous-sol. Ça a été donc une réhabilitation progressive et elle a donc duré plus de 26 ans. Ce musée national, au lendemain du conflit, a voulu être le lieu donc, de la réunification des deux Beyrouth. Et c'est pourquoi elle a mentionné le conflit, mais sans l'expliquer, pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Et à la lumière de toutes ces questions, on peut s'interroger, à la lumière du renouveau historiographique, on peut s'interroger sur le discours national du musée national de Beyrouth. Toutes ces questions donc, sont également abordées lors d'un plan de réhabilitation du musée. On peut toutefois nuancer ce propos en disant qu'au moment de l'explosion qui a eu lieu le 4 août dernier, le musée était sur le point d'inaugurer des salles d'exposition temporaire et ils auraient pu en effet interroger également cette histoire nationale libanaise. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour vos éventuelles questions. Je redonne la main à Viviana. Oui, merci beaucoup Zoé. Voilà, on a eu encore la chance d'avoir une intervention très riche, parce que vous voyez, vous m'entendez, je pense aussi, et qui nous a permis aussi d'avoir du recul en fait sur des situations, puisque les deux interventions précédentes permettaient effectivement de poser des enjeux bien sûr historiques, mais surtout d'un point de vue contemporain. Et ici, on peut avoir voilà, un certain recul sur malheureusement une crise liée à des conflits armés. Les trois interventions sont aussi très complémentaires. On a un regard d'ensemble avec les missions par Yann Brun et ses missions au ministère de la Culture. Un regard qu'on a vu être porté sur un territoire national, mais qui s'exporte aussi par des questions de collaboration internationale. L'intervention de Christina Negazzi nous a permis de voir comme un organisme international tel que l'UNESCO peut intervenir et intervient, et de quelle manière dans un site comme malheureusement la Syrie de 2014. Et enfin, on termine sur cette étude des cas qui nous permet de soulever des questions problématisées de recherche et d'analyse sur un temps de réhabilitation donc successif, effectivement à ce moment de crise qu'un musée ou un lieu patrimonial peut traverser. Je vous propose maintenant de passer au temps des questions. Encore une fois, je vous exhorte à écrire plutôt vos questions, soit sur le chat que vous trouvez voilà, sur votre droite ou en bas normalement, ou alors si vous souhaitez prendre la parole, d'écrire juste un petit P et je vous laisserai prendre la parole. Cette séance est en train d'être enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas que votre voix ou que votre visage apparaisse à l'écran, n'hésitez pas à désactiver donc la caméra et à écrire vos questions sur le chat. Et je souhaiterais donc ouvrir ce temps de parole avec une première question que je voudrais poser à Yann Brun. Donc, je souhaiterais vous poser cette question des procédures judiciaires. Donc, quelles sont les procédures judiciaires, mais aussi les rôles des agents des douanes et de la police, de la gendarmerie, voire du parquet pour
ce qui concerne la lutte contre le trafic illicite qu'il peut y avoir suite à voilà, un moment de crise. Je vous laisse la parole. Alors, concernant donc les procédures pénales, on va dire, le rôle des agents, il y a un premier rôle, c'est-à-dire le premier rôle, c'est en cas de flagrant délit, enfin délit flagrant, c'est-à-dire en flagrance, l'agent, comme tout citoyen, a possibilité d'appréhender en cas de délit flagrant tout voleur ou toute tentative de vol ou de dégradation. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une fois qu'il y a un constat d'un vol ou d'une dégradation, possibilité en tant que fonctionnaire ou agent d'État de pouvoir signaler, en fin de compte, de dénoncer les faits au procureur de la République. Donc ça, c'est un courrier qui est envoyé directement au procureur de la République. Et troisièmement, c'est déposer plainte. Donc déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la police. Et là, après, c'est envoyé directement au procureur de la République. Concernant la lutte contre le trafic des biens culturels, donc là, on peut être amené soit donc en déposant plainte suite à des vols, soit à des constats de vente sur Internet d'objets qui peuvent provenir de fouilles illicites. Et donc là, vous déposez plainte. Soit vous pouvez intervenir en tant que sachant lors de perquisitions ou de visites domiciliaires avec la police, la gendarmerie ou les douanes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, soit ils vous font participer à la perquisition, donc en tant qu'expert, vous allez aller sur place pour confirmer que ce sont des objets, enfin des biens culturels, et que ça peut être aussi des objets volés ou pillés. Voilà, c'était un peu les grandes lignes. J'espère avoir répondu brièvement pour que les autres puissent poser d'autres questions. Oui, ça répond parfaitement à la question, merci. Je vous exhorte toujours à poser des questions, n'hésitez pas. Et voilà, en attendant des questions de l'auditoire, je pose une autre question à Christine. Vous aviez évoqué durant votre présentation le fait qu'effectivement le temps de durée de la guerre est un grand incognito dans ce moment. Et alors, ma question, quand vous êtes parti, par exemple, quand la mission a commencé en 2014 et qu'il n'y avait pas peut-être de vision sur l'avenir et sur le développement de ce conflit, comment est-ce qu'un organisme comme l'UNESCO peut trouver des ressources, peut se planifier sur une longue période et aussi peut tenir en fait son activité sur une longue période qui peut durer plusieurs années? Alors, donc, il faut dire que quand je me suis retrouvée à Beyrouth, je devais gérer un projet. Donc, c'était un projet qui avait déjà une structure. Donc, dans les projets, ce qui avait été, disons, déterminé, c'était des actions qu'on savait, on aurait pu mettre en place pendant la guerre. Parce que l'UNESCO, normalement, a l'expérience de rentrer en jeu et d'intervenir dans les situations de post-crise, hein, donc après la guerre. Dans ces cas spécifiques, c'était une intervention faite pendant la guerre. Donc, on avait bien conscience qu'on ne pouvait pas, par exemple, commencer à restaurer les monuments qui avaient été endommagés. On ne pouvait pas complètement stopper les trafics illicites et surtout les vandalismes qu'a bien montré notre collègue dans les images d'Apamé. Donc, on avait bien conscience que notre travail pendant la guerre était là pour donner un support et pour permettre donc aux instances locales, mais aussi la communauté professionnelle syrienne en général, de protéger leur patrimoine et surtout de préparer, disons, collecter toute la documentation qui après devra servir donc dans la phase de reconstruction pour laquelle personne pouvait imaginer quand. Même encore maintenant, on ne sait pas quand ça sera possible. Mais entre-temps, les actions ont servi déjà à renforcer les capacités des professionnels,
Donc, les rendre beaucoup plus capables d'intervenir, chose que je dois dire, ils avaient déjà un niveau incroyablement élevé de préparation, hein, comme beaucoup de collègues dans la région. Mais aussi avoir toute la documentation, ou une partie de la documentation prête qui servira au moment de la reconstruction. Donc, on avait conscience qu'on ne pouvait pas faire toutes sortes d'interventions, mais au moins les interventions qu'on savait étaient possibles à mettre en place donc, sur les terrains pendant la guerre. D'accord, merci Christina. En attendant, voilà, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Et j'en profite pour en poser une autre à Zoé cette fois-ci. Par rapport donc tu évoquais à la fin de ta présentation le rapport contemporain que ce musée commençait à développer à travers voilà, une activité qui était plus liée à des expositions temporaires avec l'ouverture de salles. Et je me pose la question par rapport à la médiation, mais une médiation plutôt sociale. Le rapport à la communauté que ce musée entretient aujourd'hui et surtout à la mémoire. Est-ce qu'il y a eu des activités qui ont été mises en place, par exemple, comme des ateliers, voire des visites plus thématisées qui permettaient voilà, à la population locale de se réapproprier de sa propre mémoire plus récente à partir effectivement des années 70. Et voilà, quel est donc ce rapport contemporain à la mémoire et à la communauté? Merci beaucoup pour ta question. Alors, bien sûr, le musée de Beyrouth a mis en place des systèmes de médiation. Et si dans la visite libre, déjà, ils ont accès à ces 4 mentions qui sont faites au conflit, bien qu'il faut encore s'assurer que le visiteur capte bien le message qui est transmis. Il est possible de visiter le musée avec des guides conférenciers et en effet, au moment de la visite, au travers donc, la visite des collections, ils mentionnent les mesures de protection qui ont été mises en place pour préserver les collections du musée national, la figure phare donc, de Maurice Chehab, ce qui est déjà un premier pas donc, vers ce rapport à cette mémoire plutôt contemporaine et récente. Ensuite, en ce qui concerne les écoles, viennent visiter également le musée, donc il n'y a pas que les visiteurs libres. Les écoles ont la possibilité de profiter de cette visite guidée avec plus d'informations sur la période récente. Ensuite, sur ce qui est vraiment le conflit en lui-même, sur le tracé plus historique, c'est un sujet qui est encore délicat au Liban. C'est-à-dire que le conflit libanais n'est toujours pas enseigné à l'école. Le programme d'histoire s'arrête donc au moment de l'indépendance du Liban. Pour en apprendre davantage, il faut aller jusqu'à l'université. Et ensuite, tout ce rapport à l'histoire contemporaine est plutôt traité par les ONG. Donc, il y a d'autres centres culturels qui permettent à la population locale libanaise de se renseigner sur toute l'histoire contemporaine. Je peux citer notamment un centre culturel qui est situé non loin du Musée national. Il s'agit de Beit Beyrouth, qui aborde davantage les problématiques en lien avec le conflit libanais. Ensuite, il est possible d'en apprendre davantage au sein des médias et bien sûr de la cellule familiale. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup Zoé. Je souhaiterais poser une question plus générale à vous aussi de voir qui souhaiterait prendre la parole en premier. Encore une fois, vous n'hésitez pas, si vous souhaitez participer au débat, à poser des questions, voire même si vous, en tant qu'intervenant, vous souhaitez rebondir sur des thématiques de sujets traités par les collègues. Ma question porte sur la communication, dans le sens où eh bien, quand on communique sur ces faits, on ne communique pas qu'à un grand public, mais on peut éventuellement communiquer aussi à des personnes malveillantes qui peuvent voilà, apprendre soit apprendre des modes opératoires, soit connaître certains enjeux qui pourraient être utilisés, donc des informations qui pourraient être utilisées de façon
malveillante. Donc, est-ce qu'il y a des règles de communication dans ces cas? Est-ce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dévoilées? Et donc, de quelle manière on peut protéger et réhabiliter le site en le protégeant à travers donc une politique de communication plutôt soignée dans ce sens. Je ne sais pas si peut-être Yann Brun souhaiterait répondre sur cette question. Par rapport à la communication, tout dépendra en fin de compte de la crise auquel va subir le musée ou l'établissement. Mais la règle générale, c'est-à-dire oui, il faut communiquer, ça a un double avantage, c'est que ça peut alerter s'il y a des vols et des dégradations, à rappeler que des choses ont été mises en place, si par exemple en cas de vol, de constatation, des renforcements de la protection des établissements, que ce soit avec la présence de la police ou autre, mais bien évidemment ne pas communiquer davantage, comme l'a dit tout à l'heure Christina, sur le fait où vont se situer, par exemple en cas d'évacuation d'urgence d'œuvres et les lieux précis où vont être conservées ces œuvres et ces collections. Donc le tout, c'est informer qu'on a mis en place des procédures, des protocoles, qu'ils ont été respectés, que tout a été renforcé et protégé. Après, on reste justement dans le terme de la sécurisation de l'information. Donc on ne peut pas tout dire. Voilà, mais je pense que les autres vont pouvoir rajouter davantage avec des exemples en situation de conflit armé. Oui, je vois que merci beaucoup Yann pour votre rapport. Je vois que Christine Aizé voudrait également intervenir. Je laisse d'abord donc la parole à Christine. Oui, merci. Effectivement, vous touchez une question qui est très sensible et qui, en cas de conflit, en cas de crise, est fondamentale. Donc, dans notre cas spécifique, on a donné beaucoup d'attention à qu'est-ce qu'on pouvait communiquer, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas communiquer. En plus, en tant qu'institution, l'UNESCO, on avait bien sûr l'obligation d'informer la communauté internationale des actions qu'on mettait en place, mais on faisait vraiment toujours très attention de ne pas dévoiler des informations qui pouvaient mettre en danger pas seulement les collections elles-mêmes, mais aussi les personnes qui étaient impliquées dans certaines opérations, donc de sauvetage, d'évacuation, etc. Donc la question de la communication doit toujours être vraiment considérée avec beaucoup de tact et beaucoup de soins, et à l'écrit et à l'oral, hein, parce que très souvent on est amené à être interviewé par des radios, des télévisions, etc. Et pareil, les questions sont très souvent très subtiles ou un peu qui voudraient nous amener à dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et même encore maintenant, vu que le conflit est en cours en Syrie, vous avez vu que certaines choses, de toute façon, je préfère ne pas les communiquer. J'ai essayé de faire une présentation en mentionnant le minimum possible de noms et des lieux pour des raisons spécifiques, justement pour la question de la protection aussi de la sécurité des œuvres des personnes. Merci. Merci Christina pour ce complément d'information. Et Zoé, est-ce que je vois aussi que tu souhaiterais apporter quelques précisions? Oui, juste pour compléter rapidement, en effet, même dans les phases de préparation et de prévention des crises, il est important de préparer tout cet aspect de communication qui peut souvent être oublié. Et c'est pourquoi il est nécessaire et très important de déterminer dans la chaîne de commandement quelqu'un qui sera responsable de la communication. Puisque au moment de la crise, par exemple, le directeur ne pourra pas tout faire. Il peut être le responsable de la communication. Il faut en désigner un qui sera capable de répondre aux questions des journalistes, à lancer les appels aux dons, mais aussi lancer les campagnes de sensibilisation et aussi nommer un adjoint au cas où cette personne ne pourrait pas, pendant la crise, s'occuper de cette tâche, puisque donc, pendant les conflits armés, il est possible que cette personne soit touchée personnellement par les combats ou alors qu'il ne puisse plus se rendre sur le lieu de musée.
Donc, c'est très, très, très important dans la phase de préparation de former quelqu'un à cette communication de crise. Et comme le disaient donc, les deux autres intervenants, il faut savoir garder le secret sur les informations vitales en ce qui concerne la sécurité et surtout rassurer les médias plus généraux et dire qu'ils ont ce qu'ils font et que tout est mis en œuvre pour assurer la protection des collections. Et ainsi essayer de garder un semblant de sérénité, même en période de crise. C'est tout ce que je voulais rajouter. Et il existe beaucoup de formations, même de communication sur comment gérer la communication en période de crise, qui sont très facilement accessibles grâce à Internet. Oui, merci, merci beaucoup Zoé. Effectivement, je pense que c'est une question, voilà, c'est un volet très important. Donc, vos apports nous ont permis de mieux le situer, de mieux le préciser, de le problématiser aussi et de soulever quels sont les enjeux plus subtils à prendre en compte. Et voilà, on arrive vers la fin de notre séance. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous n'hésitez pas à me demander la parole dans le chat, encore une fois, que ce soit pour l'auditoire ou pour les intervenants et les intervenantes. Je souhaiterais donc vous remercier tous et toutes pour avoir participé. Nous sommes vraiment très, très heureux pour cette rencontre de clôture qui nous a permis d'avoir un échange à la fois passionnant et surtout privilégié avec Yann Brun, Christelle Mégat et Zoé Vanier qui, en plus qu'apporter voilà, leur regard et leur expertise, représentent aussi des instances, je pense, vraiment importantes pour ces situations de la crise. Et donc, c'était un grand honneur de terminer aussi en beauté notre cycle. Pour ma part, j'étais très heureuse de l'organiser. Nous avons mis en ligne plusieurs éléments, que ce soit sur notre YouTube, mais aussi sur notre site. Vous n'hésitez pas, si cela peut vous intéresser. Il y a un document qui relaie, en plus que la présentation des 3 rencontres, qui relaie aussi des documents bibliographiques qui vont étoffer donc les 3 temps, la prévention, la gestion, mais aussi les temps de la résilience. Et vous trouverez également des articles, voire des références de thèse de certains de nos intervenants, de nos intervenantes. Donc voilà, il y a tout un volet documentaire qui nous paraissait important. Voilà, on tombe aussi dans une période où cette question de la crise est de plus en plus actuelle. Donc, il y a énormément d'institutions, d'organismes et d'associations qui ont traité la question. Nous, on espère qu'avec la qualité des échanges qu'on a pu avoir grâce aux intervenants, voilà, on espère avoir alimenté ce discours avec des regards croisés et qui ne soit pas uniquement lié effectivement à la crise de la pandémie, mais à d'autres types de crises que tous les musées, enfin, que malheureusement souvent des musées peuvent traverser, que ce soit des loin, en tant que voilà, une menace que ce soit par exemple un incident, un sinistre qui peut arriver dans un lieu muséal, voire un lieu patrimonial. Et fort heureusement, des très très loin, des questions bien plus graves, enfin, du moins de notre territoire, comme les conflits armés, mais malheureusement, il y a effectivement des thématiques comme le trafic illicite, comme les questions de terrorisme qui font partie également d'une certaine réalité. Et donc, c'était important de pouvoir donner un temps de parole et un temps d'échange sur ces questions. Pour terminer cette séance, encore une fois, je remercie les 3 intervenants qui sont rendus disponibles et qui ont su et pu rebondir au fait que nous n'avons pas pu nous retrouver in situ. Et enfin, je rappelle que l'association Métis continue ses activités, ses rencontres muséaux. Et le cycle des rencontres en Bretagne, par exemple, a été reporté. Donc, si vous êtes dans cette zone de Quimper, vous pourrez assister au cycle qui aura en janvier, qui devait avoir lieu à cette période. Et par la suite, il y aura d'autres questions
d'autres cycles qui sont ouverts à la fois à Paris et en Bretagne. Encore une fois, un grand merci. Je vois que il y a aussi des remerciements sur le chat. Donc, merci à vous pour votre participation. Nous avons enregistré cette séance. J'espère qu'on pourra la mettre sur nos réseaux assez vite. Et nous tenons à votre disposition par mail ou par nos réseaux sociaux si vous souhaitez avoir un complément d'information. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et à bientôt pour d'autres thématiques. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.